À l'intérieur d'un champ hollandais, l'hiver 1944, un engin est presque invisible sous une bâche de branchage. On ne voit que l'extrémité d'un canon aussi long qu'un autobus, peint moitié en blanc pour tromper l'œil ennemi. Ce blindé n'a pas de tourelle, il n'a pas de toit, et son canon ne regarde pas vers l'avant, mais vers l'arrière du châssis. C'est l'Archer, le seul chasseur de chars britannique construit sur une base 100% nationale durant la Seconde Guerre mondiale et l'un des affûts les plus étranges jamais mis en service par une armée régulière. La variante qui nous intéresse aujourd'hui est le modèle de série, le Self-Propelled 17 PDR, Valentine, Mark I, celui qui a réellement combattu entre l'automne 1944 et la capitulation allemande. La question à laquelle on va répondre dans cette vidéo est simple. Comment un char pensé à l'envers a-t-il réussi à devenir l'un des chasseurs de chars les plus redoutés du front ouest? Avant d'entrer dans le détail, quelques chiffres pour poser le décor. L'Archer mesure environ 6,68 mètres de long, soit à peu près la longueur d'un bus urbain standard. Il pèse environ 15 tonnes, l'équivalent d'une dizaine de voitures familiales empilées les unes sur les autres. Sa hauteur ne dépasse pas 2,24 mètres, à peine plus haute qu'un joueur de basket debout sur les épaules d'un coéquipier, ce qui en fait l'un des véhicules blindés les plus bas de toute la guerre. Et c'est précisément cette silhouette écrasée, combinée à un choix de conception qui a fait hurler les puristes de l'époque, qui va faire de cet engin une arme redoutable en embuscade. Tout commence par un problème d'armement. En 1943, l'armée britannique dispose enfin d'un canon capable de rivaliser avec le blindage des chars allemands les plus récents, le QF-17 Pounder calibre 76,2 mm. Ce canon peut, selon les estimations couramment admises, percer plus de 130 mm de blindage à 1000 mètres avec un obus AAP-CBC et grimper largement au-dessus de 150 mm à plus longue distance avec les obus sous-calibrés AP-DS. À titre de comparaison, c'est suffisant pour menacer sérieusement le blindage frontal d'un Tigre ou d'un Panther, deux adversaires que les canons britanniques de plus anciens, comme le Six Pounder, ne pouvaient plus inquiéter sérieusement en 1943. Le problème, c'est que ce canon pèse et encombre énormément. Utilisé en version tractée, il doit être attelé à un véhicule mis en batterie, puis abandonné en position fixe pendant le combat, une configuration dangereuse dans une guerre de mouvement où la survie dépend de la capacité à changer rapidement de position. L'état-major veut donc ce canon sur un châssis automoteur. Deux solutions américaines existent déjà, le chasseur de chars M10, que les Britanniques rebaptiseront Achilles une fois équipé du 17 Pounder, et plus tard, le Sherman Firefly. Une version du Sherman standard dont la tourelle a été remodelée pour accueillir la pièce. Mais ces deux solutions dépendent de châssis américains et de délais de conversion. L'armée veut une solution rapide, construite sur une base britannique disponible en grande quantité. Le choix tombe sur le char Valentine, un char d'infanterie construit par Vickers-Armstrong depuis 1938, robuste et fiable, mais dont l'armement de tourelle est déjà dépassé face aux blindés allemands de 1943. Vickers-Armstrong récupère donc le contrat et devient à la fois le concepteur et le fabricant de l'engin. Le châssis du Valentine sert de base à la caisse, aux chenilles et à la motorisation, mais tout le haut du véhicule est repensé. La tourelle disparaît purement et simplement, remplacée par une casemate ouverte, fixe, faite de plaques de blindage soudées et boulonnées sur la caisse d'origine. Cette casemate abrite les trois membres d'équipage chargés du canon, le chef de char, le tireur et le chargeur, tandis que le conducteur reste dans son poste d'origine à l'avant du châssis, sous une trappe blindée distincte. L'ensemble n'a pas de toit, ce qui allège considérablement le véhicule, mais expose l'équipage aux tirs plongeants, aux éclats d'obus qui explosent au-dessus de la position et aux tirs de mortier, une vulnérabilité que les équipages apprendront à gérer en évitant tout simplement de s'attarder en zone urbaine ou à découvert. Vient ensuite le problème central, celui qui donne son identité à l'engin. Le canon 17 Pounder est bien trop long et bien trop lourd pour être positionné normalement à l'avant du châssis dans l'axe de marche. Placé à l'avant, il aurait fait basculer le centre de gravité du véhicule vers le train de chenilles avant, avec un risque réel de surcharger la suspension et de compliquer le pilotage. Le reculer vers l'arrière du châssis, solution logique pour rééquilibrer la masse, se heurte à un obstacle physique tout aussi simple. Le compartiment moteur occupe déjà l'arrière du Valentine. Les ingénieurs de Vickers-Armstrong prennent alors une décision qui semble absurde sur le papier, mais qui est en réalité la seule solution mécaniquement viable. Le canon est installé au-dessus du compartiment moteur, dans l'axe du châssis, mais orienté à 180 degrés par rapport au sens de marche normal. L'Archer ne tire donc jamais vers l'avant. Il tire vers l'arrière, par-dessus son propre moteur, tandis que le conducteur reste assis face à ce qui devient, en position de tir, l'arrière tactique du véhicule. Ce choix de conception a une conséquence directe sur la procédure de combat et c'est là le fait technique central à retenir de cette vidéo.
parce que la culasse du canon recule violemment au moment du tir, et parce que le poste de conduite se trouve directement dans l'axe de ce recul, le conducteur doit impérativement quitter son siège avant chaque tir, sous peine de recevoir la culasse en pleine tête. Concrètement, l'équipage roule en marche avant vers sa position d'embuscade, exactement comme n'importe quel char, mais au moment d'ouvrir le feu, le véhicule se retrouve mécaniquement à l'envers par rapport à la logique habituelle d'un blindé, le canon pointant vers l'arrière du sens de marche. Le conducteur s'extrait alors de son poste, le tireur et le chargeur exécutent leur tir, puis le conducteur regagne son siège pour permettre au véhicule de repartir. Ce balai a un avantage insoupçonné, l'avant du char étant déjà orienté dans la direction du repli, l'archer n'a jamais besoin d'enclencher une marche arrière hasardeuse pour fuir après avoir tiré. Il lui suffit d'engager la première vitesse et de foncer droit devant lui. Côté motorisation, l'archer conserve le bloc du Valentine 9, un GMC 671, moteur diesel 6 cylindres en ligne de 192 chevaux, une mécanique produite en masse aux États-Unis et que l'on retrouve aussi bien sur des camions civils que sur des barges de débarquement. Sur un véhicule de 15 tonnes, cette puissance reste modeste avec un rapport poids-puissance d'environ 10 chevaux par tonne. Résultat, une vitesse maximale d'environ 32 km/h sur route et à peine 13 km/h en tout terrain, largement insuffisant pour suivre le rythme d'une colonne blindée en pleine offensive, mais amplement suffisant pour un véhicule dont la doctrine n'est pas de charger mais d'attendre. L'autonomie tourne autour de 230 km sur route grâce à un réservoir de 230 litres et le canon dispose d'une réserve embarquée de 39 obus, un stock volontairement limité, l'archer n'étant pas conçu pour soutenir un duel d'artillerie prolongé. Le blindage, lui, reste celui d'un char de 1938 rattrapé par la guerre. La caisse issue du Valentine culmine à 60 mm sur sa face avant. Mais les flancs et la casemate ajoutée ne dépassent pas 14 à 20 mm selon les zones, à peine de quoi arrêter des éclats et des munitions de petit calibre. L'équipage compense cette faiblesse par deux atouts, une silhouette extrêmement basse, à peine plus de 2 mètres, idéal pour se dissimuler derrière une haie ou un talus, et une véritable discrétion visuelle grâce à un artifice de camouflage documenté sur plusieurs archers déployés en Europe. Les équipages peignaient parfois le canon avec un motif perturbateur sur sa moitié avant, dans l'espoir de faire croire aux observateurs allemands qu'il s'agissait d'un tube plus court et donc moins dangereux, la même ruse que celle employée sur les Sherman Firefly, qui étaient eux aussi une priorité absolue pour l'artillerie anti-char adverse dès qu'ils étaient repérés. Le déploiement opérationnel de l'archer commence tardivement. La production démarre en 1943, mais entre la mise au point, la formation des équipages et les délais industriels, le véhicule n'atteint le front qu'en octobre 1944, essentiellement dans le nord-ouest de l'Europe, aux Pays-Bas et en Allemagne, puis en Italie durant les derniers 6 mois du conflit. Fait notable, l'archer n'est jamais rattaché à l'arme blindée britannique, la Royal Armoured Corps, mais à l'artillerie royale, la Royal Artillery, exactement comme les Achilles. Officiellement, ce n'est pas un char, c'est un canon anti-char automoteur, une nuance de vocabulaire qui reflète bien sa doctrine d'emploi, à savoir se dissimuler, attendre le passage d'une colonne blindée ennemie, encaisser un tir unique et décisif, puis disparaître avant que l'artillerie ou l'aviation adverse ne réplique. C'est typiquement le scénario que vivent des dizaines d'équipages d'archers à l'automne et l'hiver 1944, embusqués en lisière de bois ou derrière une ferme en ruine le long du Rhin. Immobiles pendant des heures jusqu'à ce qu'un Panther ou un Panzer IV s'engage sur l'axe surveillé. Un seul obus, APDS, suffit alors, à moins de 1000 mètres, pour transpercer le blindage frontal de la cible avant que le véhicule ne recule et disparaisse derrière la ligne de crête la plus proche. L'histoire de l'archer ne s'arrête pourtant pas en 1945. Sur les 655 exemplaires produits par Vickers Armstrong entre 1943 et 1945, l'armée britannique en cède environ 200 à l'Égypte après la guerre. Ces véhicules ressurgissent lors de la crise de Suez en 1956. Engagé contre des blindés israéliens techniquement dépassés depuis sa conception même, l'archer conserve malgré tout un canon suffisamment puissant pour surprendre et détruire un blindé moderne lors d'un premier tir bien placé. Mais sans tourelle, avec un blindage d'avant-guerre et une mobilité limitée, il ne survit généralement pas à un second engagement une fois sa position repérée face à une armée israélienne qui privilégie justement la manœuvre et la vitesse. Alors, faut-il juger l'archer comme un mauvais char ? Si l'on applique les critères d'un char de combat classique, la réponse est sans appel. Pas de tourelle, pas de toit, un canon monté à l'envers et un conducteur qui doit littéralement fuir son poste avant chaque tir. Mais l'archer n'a jamais été pensé comme un char de combat. C'est un affût mobile pour le meilleur canon anti-char britannique de la guerre, conçu dans l'urgence, avec les moyens du bord, sur un châssis jugé obsolète. Sous cet angle, le bilan change radicalement.
L'Archer a permis à l'armée britannique de rendre mobile son arme anti-char la plus performante plusieurs mois avant que des solutions plus abouties comme le Challenger n'atteignent une production suffisante. Il a offert à des milliers d'équipages un moyen de détruire des tigres et des panthères depuis une position discrète, avec un risque de repli minimal grâce à cette conception à l'envers qui sur le papier semble ridicule, mais qui sur le terrain s'est révélée redoutablement cohérente avec sa mission. L'Archer restera dans l'histoire comme la preuve qu'un bon compromis technique ne ressemble pas toujours à une bonne idée au premier regard. Si vous avez repéré une erreur ou une imprécision dans cette vidéo, dites-le en commentaire